Vous avez entendu parler des Gilets jaunes, j'espère qu'en Pologne on en parle beaucoup, en Belgique on a une amie belge aussi, on a essayé de faire des Gilets jaunes en Belgique. Oui, Enfin, moi je pense que c'est un mouvement qu'il faut soutenir personnellement. Il y a des gilets jaunes partout, il y a des gilets jaunes au Portugal, mais il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes en Pologne. En Pologne, la situation économique est différente qu'ici. En Pologne, la croissance économique est non-stop depuis 25 ans. On avait un chômage de 20% il y a 10 ans. Aujourd'hui, le chômage en Pologne, c'est 6%. Il n'y a pas de gens. Et ce n'est pas qu'ils ont sorti. Quelqu'un sont sortis, mais on a beaucoup des Ukrainiens qui sont venus. Donc, c'est les croyances économiques et les situations économiques qui est différent en Pologne qu'en France. Ce n'est pas aussi les croyances économiques, c'est aussi les salaires des personnes qui augmentent beaucoup et vitement. Donc, il n'y a pas d'espace pour protestes sociaux. De l'autre côté, c'est un pays qui a découvert rétribution, découvert que les gouvernements pouvaient aider aux gens. Et c'est la raison pour laquelle Droit et Justice a gagné il y a 3 ans. C'est la raison pour laquelle ils sont toujours populaires. Parce que c'est la première partie en Pologne qui disent on pouvait aider tout le monde qui n'a pas beaucoup d'argent, et il le fait. Donc, les radicalisations qu'ils sont nationalistes en même temps, ça se passe. Mais ce n'est pas les raisons pour lesquelles ils étaient votés. Ils étaient votés à pouvoir aux raisons économiques. En Pologne, 80% des Polonais sont pro-européens. Oui, c'est le plus haut en Europe. Plus ou moins tout est pro-européen. Donc, je ne pouvais pas vous dire à qui voter. C'est à vous de deviner. Mais en Pologne, qu'est-ce qui s'est passé? On a ce gouvernement qui est souverainiste et il est toujours populaire. Donc, tous les partis d'opposition contemporains sont unis. Ils sont PPE, donc Parti populaire européen, c'est les républicains en France, social-démocrates, les Verts, les libéraux, tous ensemble. Et les projections sont que cette opposition de tout le monde va gagner avec les souverainistes gouvernements. Il y a aussi des petits partis qui sont toujours nouveaux ou de l'autre côté, mais entre eux, une nouvelle partie qui est comme les citoyens en Espagne, ou donc un parti qui est plutôt sociolibéraux, mais pro-européen ou macroniste en fait. C'est parti aussi qui a parlé avec En Marche de se réunir après les élections au Parlement européen. Donc ils sont là, ils ont commencé en février et peut-être 10% pour eux. Donc troisième partie. Mais votez. Il y a une chose qui m'a intéressée là dans ce que vous avez dit, au-delà d'aller voter ou pas, c'est identité nationale et multiculturalisme, le thème, et vous dites, effectivement, il y a l'économie, bien sûr, et est-ce qu'on a du travail ou pas, est-ce qu'on est assez payé ou pas, ça c'est des problématiques, étant ou pas dans l'Union européenne, ça se pose, mais vous parlez du langage, et ça me fait penser à Horodni qui travaille beaucoup dans le texte de la pièce sur les stéréotypes et la langue. Est-ce qu'on parle la langue? Et quand vous dites en Pologne, il y a effectivement plein d'autres origines de peuples qui vivent ensemble, tous parlent polonais, et vous dites on est polonais quand on parle polonais.
pouvez commenter un peu ça. Ce serait ça une identité. Il y a aussi la religion, vous disiez. Qu'est-ce qui fait une identité nationale? Oui, il y a une confusion. Il y a une grande confusion. C'est-à-dire quoi être polonais? Dans les années, je pense, 30, la dernière sondage n'était pas de mesurer les gens ethniquement, mais linguistiquement. Donc 33 ou 35. Et ils ont donné des données que deux tiers parlaient polonais chez eux, donc il était reconnu comme polonais. Parce que c'est impossible de dire ethniquement. On avait de toutes les armées qui sont passées. Napoléon jusqu'à Moscou. Les Russes jusqu'à... c'était la Belgique. Elle était créée parce que les Russes avaient un problème en Pologne. Donc, 1830. Donc, la Belgique est révoltée. Tout le monde en Europe a demandé les Russes de venir. Les Russes étaient en train de venir et les Polonais s'est commencé à bâtir contre les Russes et ils ont laissé les Belges à gagner à sa indépendance. Donc, toujours, les Russes, les Allemands, les Suédois, les Turcs, les Hongrois, les Autrichiens, donc tout le monde, ethniquement, aujourd'hui, c'est impossible à dire qu'on est distinct de les autres. Juste imaginez-vous, à propos d'identité, les frontières polonaises qui étaient changées après la Deuxième Guerre mondiale, 200 km de l'Est à l'Ouest, il y avait 3000 Polonais, citoyens de la République de Pologne, qui étaient forcés à quitter ces maisons, et au même moment, les Allemands qui étaient forcés à quitter ces maisons parce que les politiciens ont changé les frontières. Donc, voilà. Donc, Wrocław, Breslau, Szczecin, Stettin. On a ce problème-là. Après la guerre, on avait un gouvernement communiste. Et si on parle avec les gens de ce territoire récupéré, ils n'avaient pas un sens des liens avec la terre pour 50 ans. Donc, 45 ans, on a devenu indépendant. 89. Donc, c'est 45 années de communisme. Et après ça, les gens de Wrocław, de Szczecin et de l'autre partie, on commence, avec la génération, change de génération, commence à se lier avec le territoire. Et maintenant, dans cette partie, il y a des projets qui sont vraiment importants de la culture, de la société, de lier les gens d'aujourd'hui avec les immeubles qui ne sont pas d'eux ou de ces anciens. Donc, c'est Pologne, aujourd'hui, 2019, c'est le seul pays européen qui existait avant 90 qui a changé tous ses voisins. Nos voisins, c'était l'Allemagne de l'Est, l'Union soviétique et Tchécoslovaquie. Ils sont tous disparus. Mais les gens sont toujours là. Mais les pays sont disparus. Donc, si je vous dis aussi qu'il y a une Europe des peuples, c'est-à-dire les peuples sont là. Ce sont les États qui viennent. Mais le peuple est toujours là.
Je vais répondre à la dame quand même. Je trouve que vous avez raison, pour qui voter? Il faut voter, on est d'accord. Les Gilets jaunes sont quand même, majoritairement, semble-t-il, acceptés par les Français qui trouvent ce mouvement tout à fait intéressant. Il vous reste donc à vous présenter. Et à ce moment-là, mais bien sûr que oui, on aura votre programme et on saura ce que vous valez. Est-ce qu'il y a un programme de Gilets jaunes? Non, c'est trop nouveau. Et ben voilà. Oui, ben dans ce moment-là. Non, c'est pas aussi simple que ça, mais je pense qu'on n'est pas là pour parler. Dehors, ça me paraît que les mouvements de Gilets jaunes, c'est une partie des Gilets jaunes. C'est une proteste contre mondialisation. Quand on est des victimes des mondialisations, et sur les questions européennes, c'est une question ouverte. Si l'Europe, c'est une réponse à mondialisation ou exemple des mondialisations. Mais dans cette question ouverte, une chose est claire pour moi, que sans Union européenne, ça sera pas, il n'y a pas une question. Il n'y a pas de question. Parce que tous les pays en Europe sont petits. Je vous donne cet exemple de Mark Zuckerberg, chef de Facebook. Facebook avait des problèmes avec Cambridge Analytica en 2016. Facebook était engagé dans la campagne de Brexit, était engagé en campagne électorale de Donald Trump. Et M. Zuckerberg était demandé d'arriver dans les parlements pour s'expliquer qu'est-ce qui se passait, tout ça. Il était venu à Washington, là-bas, et il est venu au Parlement européen. Il y a cette image que je trouvais sur ligne. Il était invité à House of Commons à Londres. Il n'a jamais venu. Donc, Brexit, c'est un magnifique exemple pour nous tous de voir qu'est-ce qui se passe avec un pays qui est vraiment fort, pays qui est grand, avec une grande histoire. Qu'est-ce qui se passe avec ce pays-là dehors de l'Union européenne? Ils ne savent pas. Je comprends que ce discours va continuer à Londres et dehors en Grande-Bretagne pour beaucoup d'années. Mais si on observe, Tony Blair a appris en Inde en 2006 que les Indiens en 2006 ont traité Tony Blair comme un personnage important parce qu'il était représentant d'un pays de l'Union européenne. Parce que Grande-Bretagne, ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'avant. Et Angela Merkel a appris ça en Chine. Elle est respectée là-bas pas parce qu'elle est allemande, elle est respectée là parce qu'elle est chef du gouvernement d'un pays qui est vraiment important dans l'Union européenne. Mais excusez-moi, mais j'ai un peu du mal à vous suivre parce que si demain Viktor Orban prenait de l'importance en Europe, ce serait lui qui serait respecté, comme aujourd'hui Trump est respecté. J'ai beaucoup de mal à voir un peu où vous voulez en venir. Mais Trump est respecté? Je suis un peu étonné sur le fait que, oui, bien sûr, quand il est reçu d'une manière ou d'une autre, il est respecté. Le pouvoir fait la force. Hein. Alors ensuite, ce que j'aurais à vous dire, c'est que votre discours évacue, à mon avis, deux choses qui sont quand même très importantes. Je suis ravi de vous entendre parler de Mark Zuckerberg et de Facebook. Je suis un peu désolé depuis tout à l'heure qu'on n'ait pas entendu des noms de grands créateurs, d'écrivains, de Kundera, de Modiano, français, polonais, Gombrowicz, etc. Tant la question culturelle, alors qu'en plus on est dans un moment ici culturel et artistique essentiel, à mon avis, c'est la grande impensée de l'Europe. C'est la grande impensée de l'Europe.
Erasmus, par exemple, qui est quand même quelque chose dont tout le monde a entendu parler, et où la puissance de feu n'est absolument pas suffisante, devrait marquer bien davantage de points. Deuxième chose, et je rejoins même sur ce qu'elle a dit sur les Gilets jaunes, c'est le néolibéralisme. À un moment donné, vous citez le discours quelque part est plus un symptôme qu'une vraie réflexion sur l'Europe. Parce que le néolibéralisme, depuis 30 ans, tue l'Europe. Avec ses différents traités de libre-échange, il y a très très peu de personnes qui ne veulent pas d'Europe. Même à l'extrême droite, à mon avis, vous trouverez très peu de personnes qui ne veulent pas d'Europe. Mais quelle Europe on veut? De quelle Europe veut-on? Est-ce qu'on veut une Europe avec Amazon, Facebook, etc., qui ne payent pas leurs impôts? Est-ce qu'on veut une Europe où il y a toujours moins d'emplois, où il y a toujours moins de médecins, où la santé est de plus en plus précaire, où c'est de plus en plus difficile de vivre en Europe, qui fait monter les régimes autoritaires avec cette puissance incroyable qui fait peur? Il y a une réflexion à France Culture de Barbara Stiegler, notamment en différenciant le néolibéralisme de l'ultralibéralisme la semaine passée, qui était extrêmement intéressant. Pour ce qui est des Gilets jaunes, puisqu'on a commencé quand même, on a raison, pour moi leur place est dans la rue et c'est très très bien. Voilà. Parce que c'est une forme aujourd'hui de protestation, de dire les choses, là où ce néolibéralisme s'installe, tue la planète et tue l'Europe aussi en tant que telle. Je voudrais ajouter sur un plan culturel à quel point l'Europe est importante. Si vous prenez le patrimoine mondial de l'UNESCO, en premier chef, si ma mémoire est bonne, vous avez l'Italie. En second, la Chine. Troisième, l'Espagne. Quatrième, la France. Bien ensuite, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche. L'Europe domine de façon colossale le monde culturel. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment épouser et savoir, je dirais, défendre, parce que c'est très important. Oui. Tout ce que je dis, ce n'est pas dire que l'Europe ne fonctionne pas. Ça ne dit pas. Vous disiez que l'Europe est... Merci beaucoup pour tout ça. Et je suis tout à fait d'accord. Je voudrais juste mentionner un point sur néolibéralisme et mondialisation. Parce que l'impression que j'ai que c'est très populaire en France d'être critiquant vis-à-vis néolibéralisme. Et ça, bon, ça va. Mais c'est la mondialisation qui est mondialisation et néolibéralisme qui marchent ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Europe dans des années 98? C'était l'Europe des libre-échanges, l'Europe des échanges des quoi? Des capitaux, des gens, des choses. Et maintenant, on travaille sur les marchés des digital. Voilà. Donc, ça, c'est normal. C'est quelque chose de normal pour l'Europe. L'Europe a commencé par quelque chose. Elle a commencé par énergie, acier, il y a 70 ans. Mais ce n'est pas un projet fini. Si maintenant, aujourd'hui, on a cette option de néolibéralisme d'aujourd'hui, et il y a une autre option de faire moins. Et moi, je vous propose de dire plus, pas moins. Je vous propose, parce que M. Orbán et M. Jarosław Kaczynski et M. Salvini probablement sont contre programmes comme Erasmus. Parce qu'ils ne sont pas intéressés dans les liens humains, de les augmenter. Ils sont intéressés à protéger les Polonais en Norvège, protéger, pas promouvoir la langue polonaise en France ou voilà. Donc, ce sont les options. C'est l'option de l'Europe d'aujourd'hui qui n'est pas parfaite, comme il est, ou moins. Ce n'est pas l'offre de plus. L'offre de plus, je demande et j'ai contacté quelques politiciens de gauche
Où est l'offre de gauche en Europe? Il n'y a pas l'offre d'Europe. On a besoin d'Europe sociale aujourd'hui. Et qui devrait faire ça? Parce que le néolibéralisme a fait penser qu'il n'y avait pas d'alternative. Quand vous dites que c'est populaire en France, le TINA, There is no alternative de Thatcher, c'est ce qui baigne sur toute l'Europe. Et faire croire que les néolibéraux, c'est ce qu'on nous donne comme offre politique aujourd'hui, sont les adversaires de Orban, etc., malheureusement c'est faux, parce qu'ils font le lit de Orban, parce qu'ils font le lit par leur politique de l'extrême droite. Donc il faut bien dégager le contraire il faut une alternative. Enfin, moi c'est ce que je pense. Et notamment via la culture. Bien sûr, mais c'est ce que je dis sur l'Europe sociale qui est nécessaire. C'est pas impossible à les penser. C'était toujours les Britanniques qui ont occupé les initiatives comme ça. Et ça ne sera pas le cas dans le futur, parce qu'il n'y a plus de Britanniques dans le futur. Qu'est-ce qui se va produire? Je ne sais pas. Mais il y a des conservateurs, des social-démocrates, des verts, des libéraux aussi, les libéraux, quelques libéraux, qui sont intéressés de développer, d'agrandir l'Europe vers cette direction. Le paradoxe, c'est parce qu'il n'y a pas d'Europe sociale que l'Europe de l'Est s'est développée comme une forte croissance économique. Oui. Si il y avait une Europe sociale, la Pologne n'aurait pas connu la croissance économique aussi rapide qu'elle connaît aujourd'hui. J'ai une... notamment de l'Allemagne vers la Pologne pour les sous-traitants automobiles, ce ne serait pas installé là. C'est vrai qu'il y a un paradoxe qui aidait à ces pays de se développer, mais c'est un autre paradoxe qu'en Pologne, ce n'est pas le libre-échange qui est populaire. Il est populaire entre les entreprises, dans le marché, mais pas dans le discours. Dans le discours, c'est d'argent européen. Donc, c'est la redistribution. C'est quoi ça? C'est un élément d'Europe sociale. Un petit élément. Redistribution des fonds européens en pays membres qui sont moins développés. Et c'est quoi ça? C'est une innovation de qui? D'Espagne. C'était une proposition espagnole. Quand l'Espagne est entrée dans l'Union européenne, les Britanniques étaient OK, d'accord, donc c'était accepté par tout le monde. Donc c'est là, ça existe. Une partie d'Europe sociale, mais ce n'est pas l'Europe sociale qui est liée aux citoyens. Parce que finalement, en Europe de l'Ouest, et notamment en France, depuis que nous sommes tous enfants, je pense, on nous explique que l'Europe va nous protéger, c'est-à-dire qu'on est trop petit pour se débrouiller tout seul dans un vaste monde, et on a besoin d'être ensemble. Alors, un ensemble sans détailler. Et finalement, et c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles les Gilets jaunes rejettent autant l'Europe, c'est que, à la conclusion, c'est pas totalement vrai. Et donc, on a perdu la boussole. Tandis qu'en Europe de l'Est, l'Europe de l'Est ex-communiste, eh bien, elle a connu exactement l'autre processus. C'est-à-dire, depuis qu'elle a abandonné le communisme, elle a gagné de la sécurité à travers de l'OTAN, et elle a gagné une prospérité économique que la Pologne n'avait plus connue probablement depuis la fin du XIXe siècle, et encore. Il y a des rapports qui disent depuis 500 ans. Probablement, c'est quelque chose de très très important. Donc finalement, on a deux regards complètement opposés sur l'avenir. C'est presque, j'allais dire, le rideau de fer n'existe plus, mais dans la perception européenne, il est peut-être encore présent. Et le troisième point, c'est que la crise migratoire de l'été 2014-15, dans ces eaux-là, elle a révélé quand même aussi que dans des sociétés déjà multiculturelles comme la nôtre, nous, la France, nous sommes une société multiculturelle depuis relativement longtemps, alors que la Pologne ne l'est pas. Elle ne l'est pas, et lorsqu'elle s'est construite, vous l'avez vu dans les années 20 ou dans les années 30, elle s'est construite justement dans un modèle anti-multiculturel. L'antisémitisme qui est très fort dans les années 30 et qui est très fort pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait très bien, depuis le roman Les Voisins, là, que les Polonais ont participé activement au génocide.
aujourd'hui, finalement, je pense que, enfin, c'est l'impression en tout cas qu'un Européen de l'Ouest a là-dessus. Et là aussi, il y a une autre fracture. Donc, finalement, moi, il me semble qu'il y a une espèce de fracture qui recouvre à peu près l'ex-rideau de fer et qui fait qu'on a une incompréhension mutuelle sur l'avenir européen. Vous avez tout à fait raison. Je suis complètement d'accord. Pourquoi l'Europe est populaire en Pologne? Voilà. La croyance économique, le développement économique. Pourquoi l'Europe a des problèmes ici, ou en Italie, ou l'autre pays? Voilà, vous avez répondu à ça. Mais le futur est toujours là. Il y a toujours une futur. Dans cette futur qu'on a aujourd'hui, les pays de l'Est sont plus de l'Est. Vous voyez? Ils sont plus comme les pays de l'Ouest. Les gouvernements polonais est anti-migratoire. Si vous venez à Varsovie, il y a beaucoup d'Indiens qui travaillent pour Uber Eats. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont tous indiens. Il y a 1 million d'Ukrainiens et les gens qui sont visibles dans le pays, et les gens disent ils sont partout. Et ils prennent nos postes. Mais le gouvernement polonais, des souverainistes, qui invite les Népalais, les Vietnamiens, les Philippins à venir en Pologne. Parce que après, les Italiens, les Espagnols qui sont déjà venus aussi. Donc, oui, on est mono-ethnique ou linguistique, ou voilà. Mais on devient plus développé et plus Si je veux rebondir sur votre dernière phrase, là aussi, depuis qu'on est tout petit, on nous explique que parce qu'il y a croissance économique, il y a développement du niveau de vie, il y a développement culturel, et il y a mécaniquement ouverture sur le monde, et il y a mécaniquement désir de liberté et de démocratie. Or, il y a des contre-exemples dans le monde d'aujourd'hui qui montrent que ce n'est pas vrai. On peut très bien avoir un meilleur niveau de vie, un niveau culturel qui augmente, et en même temps accepter ce qu'on appelle la démocratie libérale, je crois que c'est comme ça qu'on qualifie les choses comme ça. Et finalement, pour nous, Européens de l'Ouest, et Français en particulier, une espèce d'énigme qu'on ne comprend pas, c'est incompréhensible pour nous. Oui, mais patience. Avec la Pologne, c'est patience. Avec Hongrie, je ne sais pas. Parce que les Polonais sont divisés aujourd'hui. Les Polonais sont divisés vraiment brutalement. Ils ne parlent pas l'un à l'autre. Il y a une opposition pas seulement politique, mais aussi sociale. Il y a des familles qui ne parlent pas un à l'autre parce que vous êtes avec le gouvernement ou vous êtes contre le gouvernement. Donc c'est vraiment une fracture, merci. C'est vraiment une fracture. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que les gens qui sont dans l'opposition sont beaucoup plus motivés. Ils sont plus nombreux et plus motivés. Et ils sont plus fracturés. Ils ne veulent pas parler avec ceux qui votent pour le gouvernement. Donc, dans cet endroit, c'est vraiment intéressant de voir qui est plus populaire. Et en Pologne, on est dans un cycle électoral qui va durer 12 ans. C'est commencé en octobre l'année passée avec les élections locales. En mai, sera les élections européennes. Après, en octobre 2019, les élections législatives et 2020 présidentielles. Donc, maintenant, après les élections locales, on ne sait pas.
qu'est-ce qui s'est passé? C'est toutes les villes ont élu les gens qui n'étaient pas au gouvernement. Toutes les villes sont opposées. Les plus grandes villes que Droit et Justice a gagnées a, je pense, 65 000 d'habitants. Donc, plus ou moins Valenciennes. Oui? Donc, ça, c'est les plus grandes villes que les dirigeants du gouvernement roulent au niveau local. Mais ils ont gagné presque tout dans la campagne. Et en Pologne, la campagne est vraiment grande. On a les niveaux d'urbanisation est 60-70. Donc on a toujours 30% de la population qui vit à la campagne. Pas d'exode rural encore. Comment? Pas d'exode rural massif encore. Voilà. Donc ils ont gagné là-bas. Donc c'est moitié-moitié. Qu'est-ce qui va se produire maintenant? On va voir. Excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'identité européenne? Et si oui, sur quoi elle est fondée si elle n'est pas que géographique? Tu l'as pas entendu là. Est-ce qu'on peut parler Identité Est-ce qu'on peut parler européenne. d'identité européenne et si oui, sur quoi elle peut être fondée autre que géographique? Sur la question d'identité, c'est vraiment question délicate. Mais je crois dans ce que Coudenhove-Kalergi a dit. Vous connaissez Coudenhove-Kalergi? C'était un prince autrichien il y a 100 ans. Et M. Coudenhove-Kalergi était le premier, était personne qui a motivé Briand à être pro-européenne et après se développer avec Monet et les autres. Donc, Coudenhove-Kalergi était moitié japonais et moitié autrichien. Mais autrichien avant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans sa soins, il était tchèque, hongrois, autrichien, italien, tout. Et c'est moitié de sa famille. L'autre moitié, c'est japonais. Et c'est fin 19e siècle, début 20e siècle. Il a écrit dans sa livre qu'il a compris que les Européens sont un peuple quand il était dehors de l'Europe. Du point de vue de Tokyo, nous tous sont la même. Il n'y a pas de grande différence entre Varsovie et Paris. Mais du point de vue de Varsovie, il y a une grande différence avec Paris. Mais donc, s'il y a une identité européenne, je vous dis oui, mais dehors de l'Europe. Quand je suis dehors de l'Europe et j'rencontre un autre Européen et il y a un Américain avec nous, on est tout à fait d'accord que les Américains et les droits aux armées qu'ils ont aux États-Unis sont fous. Donc, il y a toujours des liens entre nous, les Européens. Mais qui va penser à ça à Valenciennes? Ou les questions d'électricité, ou les questions de l'eau, accessibilité, ou voilà. Donc, on a des choses qui nous divisent, bien sûr, mais les choses qui nous unissent, on ne parle pas de ça. Mais on reconnaître ça dehors de l'Europe. Et c'est incroyable. Juste prendre un avion à Minsk, Bélarussie, et les petites choses, les petits pas à l'aéroport sont différents. Parce qu'il n'y a pas de zone Schengen, par exemple, qui est naturelle pour tout le monde. Si, c'est Chypre, donc c'est zone non Schengen ou Grande-Bretagne, bien sûr, mais les autres, on prend les vols. Il n'y a pas des... bon, j'arrête là.
Mais vous me comprenez, Il y a aussi, en fait, le moment où on a le sentiment d'être ensemble, c'est quand il y a une menace. Et si on revient un peu à la genèse de l'ACE, l'Union européenne, eh bien la menace soviétique est là. Et elle va inciter un petit peu les États à se rapprocher, y compris la France et l'Allemagne, entre lesquels il y avait des contentieux quand même qui étaient très très lourds. Oui, vous avez tout à fait raison et je vous dis que, optimistiquement, on est plus unis qu'on pense. M. Trump, déjà mentionné aujourd'hui, a menacé l'Europe c'était quoi l'année passée. Oui, voilà. Donc il a menacé ça et l'Europe était unie. Donc avec Orban, avec Kaczynski, avec tous les Salvini du monde. Tout le monde était sur la même page. On avait des problèmes avec Russie. Les Finlandais ont payé des prix économiquement. Le chômage en Finlande a augmenté à cause des sanctions vis-à-vis Russie. Mais toujours les Finlandais ont voté pour. Et tous les gouvernements qui disent « Oh, il faut être plus accommodatif vis-à-vis Moscou », ils sont pour les sanctions chaque 6 mois. Donc, ensemble, ils ont toujours unis vis-à-vis Washington, vis-à-vis Moscou. Parfois, ils sont divisés, oui, mais il y a beaucoup plus d'occasions qui sont unies. Donc, normalement, c'est pas mal comment ils fonctionnent. C'est pas tous. On a besoin de plus d'Europe pour qu'ils protègent mais voilà. Et vis-à-vis de laisser mourir les migrants dans la mer aussi. Parce que Mais là, ils sont d'accord. moi je suis italien et on les laisse mourir sans aucune pitié, mais je n'ai jamais entendu aucun autre politicien national de l'Union européenne protester activement contre la politique de notre ministre de l'Intérieur, Salvini. Moi je trouve que, enfin, la question européenne, enfin, il faudrait presque oublier la question identitaire dans la question européenne et c'est réapproprier du langage politique. Il faudrait, selon moi, voter aux élections européennes en pensant, en ayant enfin, un projet politique. Je ne veux pas dire que nos politiciens, ni malheureusement nos institutions actuelles, puissent supporter un projet politique positif. Mais enfin, je trouve que ce soit fortement dangereux de laisser les champs libres à des gens qui ont déjà capitalisé la rage populaire de manière méprisable, je trouve, parce qu'on ne sait pas l'Europe qu'on peut avoir demain, le lendemain des élections européennes, mais j'ai bien clair en tête l'Europe que je ne veux pas voir dans 10 ans. Et je trouve aussi que l'Europe a survécu, bon, d'ailleurs c'est bien développé, toujours sur les discours de la croissance économique. D'une certaine manière, je trouve que la croissance économique a été la grande force légitimatrice, parce que la culture, on s'en fout royalement enfin, de l'Europe. Enfin, on a eu l'Europe, on a eu les institutions, on a eu les accords acier-charbon, on a eu les migrants italiens qui venaient avec leur famille, et donc on a eu les accords sur la liberté du mouvement en Europe et tout, enfin, pour la croissance économique. De mon point de vue, politiquement parlant, je trouve que les recettes néolibérales ne marchent plus dans nos continents pour nous garantir cette croissance économique. Et donc il faudra essayer de changer ça politiquement. Si on essaie de changer ça, si on essaie de se refonder, de se baser sur des recettes identitaires, il faut qu'il n'y ait pas une forte identité européenne, parce qu'il n'y a pas un espace public européen commun. On parle, bon, à Bruxelles, moi j'habite à Bruxelles, je les sens et tout, mais si j'entends les nouvelles italiennes,
les seuls mots Bruxelles est utilisé quand il y a ah oui, Bruxelles nous impose les dictats européennes et oui voilà. Mais j'imagine que ça se passe dans tous les pays européens. Donc, ça, c'est un symbole d'espace public européen. Je trouve que c'est un symbole, mais c'est pas un espace. C'est l'exclusion. Je trouve, c'est les dire. C'est une justification que nos politiciens, ils doivent signer. Hein. Comme tu as dit, les politiciens signent les traités, et donc après, ils ne peuvent pas vraiment dire non, on n'est pas d'accord. Bon, ils ont tous signé, mais pour se faire plaire aux électeurs nationaux, après, il dit c'est Bruxelles. Bon, au-delà de tout. Je trouve que voilà, il faudrait partir de questions beaucoup plus faciles à centrer que l'identité nationale et quoi. La politique. Oui, mais Les gens font plus confiance. Tout à fait. Si vous parlez de confiance aux politiques, c'est toujours quelque chose d'intéressant que l'Europe de l'Est, l'Europe des ex-communistes a toujours plus confiance aux institutions européennes que les institutions nationales. Et aux pays de l'Ouest, c'est l'autre situation. Il y a plus de confiance vis-à-vis des institutions nationales. Mais finalement, le mouvement des Gilets jaunes, il est peut-être il sera pionnier en Europe. Et ça sera peut-être le moment où les questions identitaires, justement, qui ont quand même été très fortes depuis les années 2000, finalement, depuis qu'on parle de mondialisation, les questions identitaires, en creux, elles sont là, puisque l'un finalement appelle l'autre. Et là, finalement, il y a peut-être un retour de la question sociale. La question sociale, c'est-à-dire finalement les niveaux de vie, le partage des richesses, des thématiques qui étaient très fortes dans les 30 glorieuses enfances, par exemple, puis qu'on a un petit peu oublié. Puisque finalement il y a eu une forte croissance économique, et aujourd'hui il y a peut-être un peu un regain de ça. Et ça, si la question elle est transnationale, finalement c'est ça l'espace politique européen, sur une autre thématique, une thématique qui parle plus finalement. Et on pourrait là imaginer des formations politiques transnationales. Le communisme en était une. Le communisme, c'est une... Et ils sont toujours oubliés. C'est 17 000 des gens qui sont permanemment dehors de ces pays, les Britanniques inclus. Donc il y a 3 millions en Grande-Bretagne, il y a 2 millions de Britanniques au continent, mais c'est toujours beaucoup de gens et ils sont toujours oubliés dans tous les discours nationaux. J'étais juste à Bruxelles quelques jours et je parlais avec quelqu'un au Parlement européen sur sa campagne. Cette fois je vote. Cette fois je vote. Cette fois je vote, c'est bien. Il faut voter dans le Parlement dans les élections européennes. Mais dans cette campagne, cette fois je vote en Pologne, il utilise la carte de Pologne. Et je dis, mais il y a toujours 2 millions de Polonais qui sont dehors des pays qui ont le droit de voter dans les élections européennes. Vous avez oublié ou... Bon. Donc peut-être qu'ils vont les changer, je ne sais pas. Mais ces gens sont toujours oubliés. Et 17 millions, c'est plus que... C'est les Pays-Bas. Pays-Bas a 17 millions d'habitants. C'est un grand pays. Respectez tout ça. Et on oublie 17% de la population. On va devoir s'arrêter là. Je voulais juste, François, si tu veux bien lire une minute, présenter. Donc, c'est une première conférence, il y en aura plusieurs. Et puis, tu veux bien raconter un petit peu ce que c'est notre partenariat. Ouais. Alors, je m'appelle François, je travaille pour le magazine cafébabel.com. C'est un magazine européen participatif que vous trouvez sur Internet. Donc, on vous invite à participer, à proposer des articles sur notre site.
Et nous, on s'engage à les traduire avec des traducteurs bénévoles dans les différentes langues du site internet. Donc, au final, on a un espace public européen, multilingue, on n'a pas de lingua franca, on n'est pas passé par l'anglais, mais on a la possibilité de traduire dans toutes les langues. Et d'ailleurs, Piotr était un de nos contributeurs en polonais. Donc proposez-nous des articles qui sont traduits en italien, en anglais, en allemand, en espagnol et en polonais. Et puis Sarah a eu cette brillante idée de construire ensemble un dispositif pour continuer ces débats autour de ces conférences. Donc la première, c'était identité nationale et multiculturalisme. Il y en aura d'autres au fur et à mesure des représentations du spectacle. Et donc on vous invite à vous connecter sur le site europeana.cafebabel.com et vous aurez la possibilité de vous exprimer et de construire ensemble un cadavre exquis à la manière du texte proposé par Patrick Rudnick pour vous exprimer sur cette thématique justement de l'identité nationale et du multiculturalisme. Pourquoi tu parles de cadavre? Un cadavre exquis, c'est la méthode qui est proposée. Symboliquement, je trouve ça intéressant. Un cadavre exquis européen. Et là, quand tu parles de cadavre, Bah, c'était un petit peu l'idée, comme on pouvait relier, voilà, C'est un comme truc je disais, surréaliste. de l'histoire et de l'art. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est un point de vue justement comme Rodney, qui peut être complètement fictionnel et littéraire. Il ne s'agit pas d'être un expert de tel ou tel sujet. Là, c'est voilà, comme le fait Rodney dans son texte, il y a une idée, qui n'est pas forcément celle qu'on défend d'ailleurs. Je sais pas, certains disaient que l'identité nationale n'existait pas. D'arriver à poser sa contradiction, et puis ensuite de raconter une chose à soi personnelle qui fait qu'on a un rapport à cette idée. Et on a envie que chacun puisse se plaire au jeu sur cette thématique ou sur l'une des 7 autres, parce que des fois une ne nous inspire pas forcément, mais d'autres oui. Et il y a aussi beaucoup de jeunes de tous les autres pays européens où on va aller voyager qui vont travailler ça. Et l'idée, à la fin, c'est de faire une espèce de grand texte avec toutes sortes de choses. On sera d'accord, pas d'accord avec des bouts, ça peut être drôle, vrai, faux, fantasmé, mais de proposer, nous, notre 2019 à la Rodnick. Voilà.